pour commencer, passons donc aux explications sur la relation pression-température. Pour chaque fluide, que ce soit un fluide frigorigène ou tout simplement de l'eau, il existe donc une relation entre la pression et la température d'ébullition. Et une seule goutte de liquide suffit pour que cette relation pression-température soit effective, soit vraie. Et donc la pression augmente en fonction de la température jusqu'à ce que la dernière goutte de liquide se soit évaporée. Alors pour un fluide frigorigène, un petit exemple, alors je crois que c'est un document extrait de chez Didafrio, il me semble, du livre. Donc on a un petit exemple de la relation pression-température. On voit que pour 10 degrés, eh bien, j'ai 5,8 bars. Lorsque la pression augmente, la température augmente. Je passe donc, lorsque la température est à 20 degrés, à 8,1 bars. Alors en passant, que la bouteille soit à moitié remplie ou neuve, ça ne change rien du tout à la pression. S'il reste même une seule goutte de liquide, comme on le voit un peu plus loin, la pression ne change pas. Elle n'est pas en tout cas liée au remplissage de la bouteille, au fait que la bouteille soit neuve ou pas. À 30 degrés, on a donc 10,9 bars. Et on voit pour le coup qu'à 30 degrés, 10,9 bars, je les ai si je n'ai plus qu'une seule goutte de liquide ou si ma bouteille est encore à moitié pleine ou à moitié vide, comme on dit. Et lorsque je n'ai plus du tout de fluide sous forme liquide dans la bouteille, eh bien la pression n'évolue plus. C'est-à-dire que je suis donc en vapeur surchauffée. Donc la relation pression-température, on la retrouve évidemment sur un manomètre de frigoriste. À une pression donnée correspond une température, et vice-versa. Donc si je me mets par exemple à la pression atmosphérique, c'est-à-dire ici, alors il faut que je reclique sur mon bouton. Si je me mets à la pression atmosphérique, eh bien je vois par exemple pour le R134, par exemple, nous sommes à... Alors c'est approximativement vers moins 30, mais je crois que c'est moins 26 degrés sous pression atmosphérique. Et à chaque fluide correspond une température différente d'ébullition sous pression atmosphérique. Et donc on voit que si je garde mon R134A, la première couronne ici, eh bien à chaque pression correspond une température. Et à chaque température, évidemment, une pression. Donc voilà comment est représentée la relation pression-température sur un manifold. Mais ça, je pense que c'est déjà à peu près calé. On passe maintenant à l'explication avec de l'eau, tout simplement. Alors avec de l'eau, spontanément, la plupart des personnes pensent que l'eau bout à 100 degrés, mais évidemment, elle bout à 100 degrés uniquement sous la pression atmosphérique, c'est-à-dire sous une atmosphère, soit 101 325 pascal, ou 1,013 bar, 1 bar approximativement. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, c'est une opposition de deux forces. Quand on chauffe un récipient, je vais mettre une flèche rouge ici, je chauffe sous mon récipient, donc sous la casserole, ici, avec une certaine quantité d'énergie, et puis cette énergie va s'opposer en fait à la pression atmosphérique qui appuie au-dessus du liquide. Donc on a en opposition la force donc exercée par la pression atmosphérique. Donc je vais mettre la force ici, c'est la pression atmosphérique. Et puis la force qui est en dessous, on peut dire que c'est la pression de chauffe. Donc ces deux forces s'opposent, jusqu'à ce que l'équilibre soit rompu et que l'eau rentre en ébullition. C'est-à-dire que l'énergie apportée à l'eau va devenir plus importante que l'énergie exercée par la pression atmosphérique à la surface du liquide. L'eau bout à 100 degrés, effectivement, mais lorsque je vais monter en altitude, je suis par exemple au-dessus du Mont Blanc, à 4810 mètres, et j'ai environ 0,5 bar de pression au lieu de
mes pressions de 1 bar, ma pression au niveau de la mer. J'aurais peut-être pu l'écrire en bleu, mais donc ça correspond à ces flèches bleues. Donc la pression là diminue. Cette pression diminue, donc je n'ai plus ma pression atmosphérique au-dessus de 1 bar, en tout cas une atmosphère. Donc si la pression diminue, eh bien j'ai besoin de chauffer beaucoup moins pour que mes pressions soient de nouveau égales. Ce qui fait qu'au-dessus du Mont Blanc, eh bien, ma pression ou ma température nécessaire de chauffe sera plus faible du fait de la diminution de la pression qui est au-dessus de mon liquide. Et là, pour le coup, je vais avoir à une pression de 0,5 bar, eh bien, une température ici d'ébullition qui va être à 85 degrés seulement. Donc l'eau bout à 85 degrés. Et si je suis sur l'Everest, par exemple, avec une altitude de 8000 mètres approximativement, eh bien l'eau va être environ à 72 degrés. 72 degrés, donc température d'ébullition. En quoi ça nous concerne, nous, frigoristes? Eh bien, c'est là où on a ce petit graphe, alors qui est issu peut-être du Kotzza, mais j'en suis pas très sûr, je suis désolé. On retrouve donc une température en abscisse et en ordonnée une pression, cette fois en millibars. Alors si je vais effacer juste ça. Si j'essaie de tracer, donc c'est pour l'eau hein, évidemment, si j'essaie de tracer cette courbe de façon à ce que l'on retrouve nos 1 bar et 100 degrés, donc je poursuivrai ici, 60, 70, 80, j'arrive à 100 ici, donc pour une température de 100 degrés, bien évidemment je vais avoir mes 1 bar, c'est-à-dire que je vais avoir une courbe qui va, on voit qu'elle monte verticalement, et je ne peux pas la dessiner parce que mon graphe est trop petit, mais je vais avoir une intersection ici entre ce 100 degrés ici et beaucoup plus loin, on va mettre des pointillés comme ça, beaucoup plus loin, je retrouve mon atmosphère, c'est-à-dire 1 bar. 1 bar, 100 degrés. Donc c'est bien cette relation pression-température qui est représentée par cette courbe-là, les changements d'état à telle ou telle température. Donc, je reviens à ce que l'on disait, à savoir le changement d'état, mais cette fois, pourquoi? Pour nous, frigoristes, eh bien tout simplement pour pouvoir savoir jusqu'à quelle valeur de vide on va devoir descendre, pour être certain d'enlever l'humidité présente, éventuellement présente, dans le circuit. Alors, si l'on réfléchit un tout petit peu juste avant, on peut regarder que pour passer de cette zone liquide à cette zone vapeur, donc pour passer d'ici à cette zone-là, je peux tout simplement augmenter la température. Si j'avance à pression constante, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'augmente la température en abscisse. Donc je peux passer de liquide à vapeur en chauffant. Ça, jusqu'à présent, on avait compris. Autre façon de passer de cette zone liquide à cette zone vapeur, mais cette fois à température constante, par exemple à 30 degrés, comment je fais pour passer de liquide à vapeur? Eh bien, je peux, à température constante, vers les 30 et quelques degrés, pour mon exemple là, eh bien, je peux enlever de la pression, c'est-à-dire tirer au vide. Donc le but du tirage au vide, l'objectif c'est bien d'enlever l'humidité d'un circuit, et donc comment je fais pour enlever l'humidité d'un circuit? Je suis à température constante, là je ne peux pas vraiment agir en fonction de la période à laquelle je vais mettre en route mon installation, mais je vais donc tirer au vide pour franchir cette zone-là. Donc on dit en général que le tirage au vide se fait en 3 temps, un temps très rapide qui consiste à s'approcher de cette zone-là, ensuite on va plafonner sur cette courbe ici de saturation, et puis, donc, premier temps, deuxième temps on plafonne ici, et troisième temps, eh bien, en fonction des performances de la machine, je vais franchir ça. Petite chose que l'on peut remarquer, c'est que plus il fait froid dehors, plus c'est difficile d'aller justement extraire cette humidité éventuellement présente. C'est pourquoi, pour apprécier une valeur de, par exemple, 20 millibars ou 30 millibars, si j'essaye d'apprécier mes 30 millibars sur un manomètre, mais je vais regrossir celui-ci, mais c'est pas possible, c'est quasiment impossible.
Là, je suis à 500 millibars, pardon. J'ai cliqué. Voilà, ici c'est 500 millibars. Ça c'est 250 millibars. Donc 30 millibars, c'est quasiment pas faisable. On ne peut pas l'apprécier sur un manomètre classique. Donc je mets un vacuomètre. Et je ne laisse pas tirer au vide pendant une journée complète ou pendant 2 heures. Il me suffit d'attendre sur mon vacuomètre, pardon, j'ai bougé un peu ma page, il me suffit d'attendre le franchissement, en tout cas le fait que j'arrive à cette valeur ici, par exemple de 50 millibars. Quand mon vacuomètre m'indique 50 millibars, s'il fait 30 degrés dehors, si je franchis cette zone de 50 millibars, si le vacuomètre m'indique 30 ou 20 ou 10 millibars, et qu'il fait 30 degrés, c'est que j'ai largement franchi cette zone-là. Donc un exemple, je suis dans un atelier où il fait 20 degrés, par exemple ici. À 20 degrés, eh bien, je dois atteindre au moins mes 23 millibars. 23 millibars. Et lorsque j'ai franchi mes 23 millibars, je suis tranquille, je sais que mon l'humidité présente dans le circuit est enlevée. Certains fabricants refusent de mettre en route des pompes à chaleur en dessous de 5 degrés. Parce que en dessous de 5 degrés extérieurs, eh bien, on voit qu'on arrive à des 6 millibars, 5 millibars. C'est extrêmement difficile. Donc je les ai ici, 5 degrés, on est vers 8 millibars approximativement. Donc c'est quasiment impossible. Donc encore une fois, plutôt que de laisser tourner une pompe à vide 2 heures ou le temps de midi ou plus éventuellement, eh bien mettez un vacuomètre, en tout cas on met un vacuomètre et on a juste à regarder ça. Peut-être que 5 minutes suffiront à faire le tirage au vide correct, mais peut-être pas, donc pour le coup ça sera peut-être pas suffisant d'attendre 2 heures. Autre petite chose, on peut s'aider aussi de l'azote. On met de l'azote, on chasse, on met de l'azote, on chasse, et ça permet de faciliter le tirage au vide ultérieur, puisque l'azote va piéger un peu l'humidité et nous aider à l'enlever. Voilà pour la relation pression-température et puis l'utilité du tirage au vide. Pour cette petite expérience, j'utilise tout simplement une bouteille en verre et une pompe à vide, et à l'intérieur de la bouteille, j'ai mis de l'eau qui est à peu près à 30 degrés, juste pour faciliter l'ébullition. Ça fonctionnerait avec de l'eau vraiment froide, mais c'est quand même plus parlant avec de l'eau légèrement tiède.